D'ailleurs, si vous êtes prêts, on va donner un vrai petit cours, là. Ça va durer 5-10 minutes et ça va porter sur la période de la préhistoire. Donc, on se met en frais, là, on commence la session. Imaginez donc, la semaine prochaine, on commence la Grèce, puis ensuite Rome, jusqu'à la révolution industrielle. Mais en attendant, comment, avec la préhistoire, on peut se débrouiller avec les petits outils? Mon but, évidemment, c'est de montrer qu'est-ce que vous devriez prendre dans vos notes de cours. Donc, je vais toujours avoir le papier tel que, selon moi, les notes devraient être prises. Donc, toujours prendre le menu. Je vous rappelle, 1, 2, 3, le paléolithique, le néolithique et les plantes de civilisation. C'est ce qu'on va voir. On va consacrer à peu près 3 minutes à chacune de ces rubriques-là. Normalement, vous devriez noter ce que vous avez sous les yeux. On poursuit. Alors donc, le paléolithique, de 1 moins 1 million, un gros M, c'est 1 million, là, on ne se casse pas la tête, de 1 million d'années jusqu'à moins 8000. Okay? Donc, on a un sujet, d'ailleurs, qui est souligné parce que c'est un titre de section. Donc, je vous rappelle une banalité. Pourquoi parler de l'humain ou d'1 million d'années? C'est parce que l'histoire étudie l'humain. Même quand on étudie les animaux ou les plantes, c'est toujours sous l'angle de leur influence sur la vie humaine et sur l'humanité. Or, l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'espèce de primate auquel on appartient, a elle-même 1,2 million d'années. Vous savez, ça change là, selon les découvertes, mais il demeure qu'on fait commencer le trait au paléolithique, à l'avènement de l'homme moderne. D'ailleurs, je veux juste m'arrêter sur un phénomène qui est associé à l'émergence des hominidés modernes, c'est la station verticale. C'est-à-dire, je l'ai souligné, c'est important, station verticale, c'est-à-dire la posture debout, là, que l'on partage avec très peu d'autres primates, puis qui est essentielle. D'ailleurs, le nom des espèces humaines qui portent, qui arbore, je pourrais dire, la station verticale, est significatif. Il s'appelle l'Homo erectus. OK. Sans commentaire, OK? Il est debout. De la même manière, l'Homo habilis, parce qu'une fois debout, il peut libérer ses mains, il devient habile. Donc, c'est très significatif dans l'histoire du découpage des espèces d'hominidés que l'on ait retenu la station verticale comme un élément déterminant. Pourquoi? Petite flèche. Il est debout, donc il peut libérer ses mains. Ah, OK. Donc, il peut en somme utiliser ses membres supérieurs à d'autres fins que se déplacer ou grimper aux arbres. Il peut s'en servir pour produire éventuellement des outils, bien sûr. Alors, il est aussi debout. Donc, le poids est réparti sur l'ensemble du corps. Donc, son cerveau peut grossir. C'est pour la plupart des mammifères qui ont 4 pattes où la tête est décentrée vers l'avant, c'est un problème. La tête devient trop lourde et dès lors, ils ne peuvent pas développer leur cerveau. Ironiquement, c'est la station verticale qui a permis à l'être humain de développer un cerveau pratiquement gros comme un ballon de plage. J'exagère à peine. Donc, on voit immédiatement 2 impacts importants de la station verticale. Enfin, par ailleurs, ça rend les accouchements difficiles. C'est un peu technique, on n'a pas le temps d'embarquer dans les détails, mais c'est significatif. Puisque la station, tant des hommes, des femmes, est désormais verticale, le bassin a tendance à se rétrécir, ce qui fait en sorte que, oui, on peut marcher, on peut avoir les fémurs en verticaux perpendiculaires au corps, mais désormais, l'ouverture du vagin est beaucoup plus réduite pour les femmes, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus douloureux pour les humains d'avoir des bébés. Si vous avez déjà vu l'accouchement d'une chatte, d'une chienne ou à la télé d'un animal quelconque, d'un mammifère quelconque, vous voyez à quel point c'est aisé. Parfois, ils ne s'arrêtent même pas de manger pour accoucher. Mais en revanche, pour l'être humain, pour la femme, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et qui fait en sorte que l'évolution fait en sorte que les bébés sont nés désormais plus petits qu'ils l'auraient fait naturellement. La période de gestation de l'être humain, vous savez comme moi, c'est 9 mois. Et ça fait en sorte que le bébé arrive immature. Parce que s'il prenait le temps de grossir davantage, il tuerait la mère au moment de l'accouchement. Alors, par conséquent, l'être humain, depuis la station verticale, met au monde des enfants immatures, ça leur prend un temps infini ensuite à devenir autonomes, là. Prenez un chat, un chien, même un oiseau, peu importe. Dès sa naissance, il est capable parfois de se tenir debout, d'ouvrir les yeux, parfois même déjà de manger. Mais pour l'être humain, ma foi, avant que l'être humain soit capable de marcher, de manger, bref, de ne pas se casser la gueule dès qu'il fait 2 pas, ça peut prendre des années. Et ça, c'est lié en partie au fait qu'on est forcé désormais d'accoucher d'enfants qui sont immatures et ils ont donc besoin davantage d'encadrement. Ils sont beaucoup plus dépendants pendant plusieurs années, ce qui force la mise en place d'une structure familiale qui encadre les bébés afin qu'ils puissent passer les 3, 4, 5, 20 premières années de leur vie sous la tutelle et la protection de leurs parents. Alors, ça accroît chez l'être humain l'importance de l'éducation. Il y a beaucoup d'informations à assimiler et à transmettre dans les sociétés humaines. La complexité des sociétés humaines fait en sorte que l'éducation se prolonge
se prolonge au-delà de toute limite. Là, de nos jours, pratiquement toute notre vie est consacrée à l'apprentissage et à l'éducation, du fait notamment de la complexité du monde. De la même manière, beaucoup plus complexe et élaborée, on parle de la période du Paléolithique. Paléolithique, c'est essentiellement, ça veut dire en latin l'âge de pierre, donc ça ne nous dit pas grand-chose. Tout ce que ça dit, c'est que l'être humain vit de chasse et de cueillette. Vous connaissez cette phase-là. Donc, juste les séries de donc, il faut bien les assimiler parce qu'à l'examen, et dans les moments où vous devrez vous en souvenir, vous devriez être capable d'établir une cause avec son effet. Si l'être humain est nomade, c'est parce qu'il fait de la cueillette. Donc, les ressources étant limitées sur un territoire, tant en termes de chasse, de pêche que de cueillette alimentaire, de petits fruits, par exemple, l'être humain doit constamment se déplacer. Vous le saviez déjà, mais là, vous êtes en mesure de automatiquement le déduire d'une cause à son effet. De la même manière, puisqu'il est nomade, il va se déplacer constamment. Et très, très tôt, là, dès les premiers millénaires avant Jésus-Christ, l'être humain a occupé toute la terre. Un peuple nomade, c'est un peuple qui se déplace constamment. Dès que les ressources diminuent ou s'atrophient ou que la concurrence devient trop forte pour se les partager, les groupes humains ont tendance à s'en aller ailleurs. Imaginez, là, ils ont quand même franchi le détroit de Bering à la recherche de caribous ou exploré toutes et chacune des îles du Pacifique à la recherche de ressources. Ça, même avant l'invention de l'agriculture. C'est vous dire combien, en fait, l'être humain va peupler la Terre à une vitesse fantastique. Des pôles avec les Esquimaux jusqu'aux forêts équatoriales d'Amazonie, il y a eu un peuplement extrêmement rapide, intense, et tout ça s'est fait à l'époque de la chasse et de la cueillette, à l'époque nomade. Bien sûr, vous avez compris que quand on cueille et on chasse, on ne se déplace pas à 1 million à la fois. C'est pas la ville de Montréal au complet qui se balade sur la rive sud à la recherche de nourriture. Dès qu'on aborde le mode de vie nomade, il faut envisager de petits groupes, des petits groupes qui vont de 15 à 30 individus, gros maximum, suffisant pour organiser une expédition de chasse, mais pas trop nombreux pour épuiser toutes les ressources, par définition modestes, qu'un territoire peut offrir. Donc, on les appelle clans. Clans, c'est-à-dire une famille large, en gros, papa, maman, avec les mononcles, les cousins, les cousines, les tantes. Bref, ceux qui sont sous ce qu'on appelle un ancêtre commun, vos grands-parents, vos grands-mères, vos grands-pères. Lorsque ces grands-pères, grand-mères meurent, un clan se reconstitue autour du plus vieil ancêtre commun. C'est la définition d'un clan ou famille élargie. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans un clan, là, comme chasser, se nourrir, se déplacer. On a des usages communs, mais il y a deux choses qu'on ne peut pas faire. La première, c'est faire des bébés. Puis la deuxième, c'est faire la guerre, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour affronter des groupes humains rivaux. Alors, il y a une structure supérieure qu'on retrouve chez toutes les sociétés humaines, qu'on appelle généralement des tribus, qui sont un regroupement de clans. Vous les avez vus, les sociétés iroquoiennes puis algonquiennes là, du Saint-Laurent. Vous vous rappelez, ce sont des clans familiaux organisés autour d'une tribu, un groupe qui a par définition vocation d'offrir des moyens de se marier entre clans, donc d'éviter la consanguinité, et d'autre part, d'organiser de véritables opérations militaires avec des guerriers, des troupes qui pouvaient atteindre quelques centaines d'individus pour affronter d'autres tribus. Peu importe, cette société-là, organisée en clans et en tribus, demeure néanmoins très, très sommaire au niveau de la division des rôles. Puisque tout est axé sur l'alimentation, donc la cueillette, la chasse et la pêche, il demeure que donc il y a très peu de diversité à l'intérieur du groupe humain. On va donc essentiellement citer à un type de définition, de distinction qui est culturelle, qui est une division basée sur de la coercition et tout le reste, mais qui est tellement ancien, qu'il est profondément ancré chez toutes les sociétés humaines, c'est bien sûr la division homme-femme. Pour l'essentiel, les hommes se consacrant à la guerre et à la chasse surtout, les femmes se consacrant à la cueillette, puis éventuellement aux soins des enfants pour des raisons biologiques. C'est cette division fondamentale, essentielle, est là, comme vous le savez, des relents jusqu'à nos jours. On voyage donc léger, j'appelle ça la période camping. Utilisez ce mot-là, il paraît un peu ridicule dans le contexte, mais quand vous allez le relire dans vos notes de côte, ah oui, il veut dire, on vit comme en camping, c'est-à-dire qu'on porte tout dans son sac à dos, on ne laisse pas de traces, puis quand on quitte un site de camping, par exemple, on se fait une fierté qu'il ne reste rien. La définition même de ne pas laisser de traces, c'est la caractéristique du paléolithique puisqu'il déplace tout. Donc, camping, bravo, on ne laisse pas de traces, qui est très bien pour l'environnement, mais qui est une catastrophe pour les archéologues, parce que ces civilisations-là ne laissent, on ne peut même pas appeler ça des civilisations d'ailleurs, ne laissent aucune trace, aucun objet, aucune forme d'architecture, pas même de vêtements. En règle générale, ces peuples-là ne laissent que leurs dépouilles, leurs os.
Alors, on trouve des squelettes quand on travaille ces sociétés paléolithiques. On travaille donc avec des traces. Mais le squelette ne dit pas grand-chose par définition. Il peut nous informer de la qualité de l'alimentation, s'il est mort de mort violente ou naturelle. Mais le plus significatif, c'est comment a-t-il été enterré. Si on trouve son corps dispersé sur 1 kilomètre, un ossement là, un crâne ici, etc., on peut imaginer qu'il a été laissé à l'air libre et que les charognards, les coyotes ou les vautours l'ont dispersé. Mais s'il demeure intact, et surtout si son corps est placé dans une forme caractéristique, par exemple celle-là, on peut imaginer, peut-être a-t-il été enterré. Enterré et donc laissé dans un endroit intact. Et donc, si on l'a enterré, c'est parce qu'on apportait une certaine importance au passage de la vie à la mort. Et donc qu'il y ait eu des sépultures, c'est-à-dire que l'on ait pu imaginer que ces gens-là avaient prédit ou espérait à tout le moins qu'il y ait un passage vers l'au-delà. Et dès lors, on peut déduire l'existence de religion. Ouf, vous voyez, hein, on est parti d'un simple constat, les humains de moins 1 million à moins 8 000 vivent essentiellement de chasse et de cueillette, et on en est arrivé à déduire la présence de religion chez ces sociétés-là. Tout ça sans utiliser sa mémoire, simplement en utilisant des déductions. Alors, j'espère que l'exemple a été parlant pour vous et qu'il va vous aider pour la suite. La rupture, et ça en est toute une, apparaît vers moins 8000. Vers moins 8000 parce que la mise au point de l'agriculture, évidemment l'acte fondateur du néolithique, va se produire à divers moments sur la surface du globe. Disons vers moins 8000 au Proche-Orient, c'est ensuite vers la Chine vers moins 4000, vers l'Amérique vers moins 2000. Grosso modo, entre moins 8000 et moins 2000, à peu près toutes les sociétés humaines, à tout le moins, sont sensibilisées à l'agriculture. Et ce qui va provoquer une immense révolution, on appelle d'ailleurs la révolution néolithique. La révolution néolithique est un des événements fondateurs de l'espèce humaine qui va nous amener à ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire, c'est-à-dire à l'avènement des sociétés modernes et des civilisations. Pour preuve, donc, on fonctionne pareil. Des déductions. Puisque l'homme chassait, est-ce l'homme qui a inventé l'élevage? La question se pose. De la même manière, puisque les femmes étaient surtout occupées à la cueillette, est-ce elles qui ont pensé à planter des graines à des moments et à cultiver le fruit de leur travail? La question se pose. C'est une question qui déchire encore les communautés des historiens à propos donc de la responsabilité de l'un et de l'autre. Si on se comprend néanmoins que élevage et culture comme telle apparaissent sensiblement au même moment, aux mêmes endroits, on peut convenir que c'est, disons, un travail d'équipe. Mais à partir de là, les déductions sont tout aussi époustouflantes que dans le cadre du paléolithique. Puisque l'on vit d'agriculture, on doit donc se préoccuper des semences, parce que dans des sociétés primitives, les semences peuvent représenter parfois jusqu'au quart des réserves. On garde un quart des revenus de la culture, notamment pour les céréales, pensons au blé, afin de pouvoir planter l'année suivante. Donc, il faut prévoir, il faut planifier. Et qui dit planification, dit réserve. Qui dit réserve, dit grenier. Également fortification, parce que ces semences-là attirent la convoitise. Alors, très rapidement, la mise au point de l'agriculture, le fait de garder des semences, de les conserver en lieu sûr, amène le développement d'une architecture. Parmi les plus vieux édifices qu'on ait trouvés, se trouvent notamment des greniers et des fortifications. Donc, architecture, développement donc des techniques, des métiers, le travail du bois, la fabrication des briques, l'édification de murs de pierre, donc tailler les pierres, tout ça indirectement découle de la mise au point de l'agriculture. Surtout, l'agriculture libère l'être humain de la tâche astreignante et obsédante de trouver de la nourriture pour le quotidien. Dès lors, une partie de la population peut faire autre chose qu'assurer la survie du groupe. C'est le début de la spécialisation et on va assister à la naissance de castes ou de groupes sociaux. Un peu partout, que ce soit en Extrême-Orient, en Amérique ou en Occident, on va voir apparaître en gros, c'est la thèse que défend le philologue Georges Dumézil, une triade. 3 grands rôles vont bientôt se détacher. Autant dans les sociétés de l'Antiquité, on va le voir aussi au Moyen Âge, laissant de profondes traces même dans la religion. N'oublions pas que dans la plupart des religions, il y a généralement 3 dieux fondateurs. Le plus beau cas, c'est sans doute le christianisme, où vous connaissez à tout le moins là, Dieu, son Fils Jésus et le Saint-Esprit. La Sainte Trinité, dit-on. Elle existe également au niveau social et elle s'érige très vite comme une norme sociale de toutes les sociétés néolithiques. On distingue donc généralement ceux qui travaillent, ce qu'on appelle les laboratores en latin,
astreints au travail. Ils vont comprendre éventuellement les esclaves, les ouvriers, les artisans, ceux qui combattent les bellatores, cette caste de soldats, de guerriers, de gardes, ceux qui chargés dès le départ de protéger les semences et les réserves agricoles et qui deviennent en somme une caste spécialisée dans la guerre. Et enfin, un groupe assez composite constitué de ceux qui prient, les oratores. On pense tout de suite aux clergés, aux prêtres, aux chamans, aux sorciers, mais il faut aussi inclure dans cette classe les intellectuels, les savants, les astronomes, tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes qui sortent immédiatement de la survie alimentaire ou de la défense militaire. Il ne faut pas oublier que ceux qui prient notamment et ceux qui se battent vivent aux dépens de ceux qui travaillent par définition. Ils vont donc, dans la plupart des sociétés, faire en sorte que leurs privilèges soient reconnus puis fixés par des lois. On va assister donc à la naissance de rituels, de couronnements, de cérémonies au terme desquelles l'État, la religion, tout doit contribuer à justifier l'état de fait, qu'il y en a qui travaillent, puis il y en a qui ne travaillent pas, et qui en somme, qui profitent du travail des autres. Cette forme d'organisation sociale qui se bâtit sur des religions, sur des rituels, sur des pratiques gouvernementales, va ressentir très vite le besoin de se fixer dans des textes écrits afin qu'ils puissent traverser les siècles. Et c'est bien sûr l'origine des premiers textes écrits. Vous n'avez pas beaucoup approfondi ça durant vos études, mais quand vous y réfléchissez, quels sont les plus vieux textes que vous connaissiez? La Bible peut-être? Non, la Bible n'est pas le plus vieux texte, mais un des plus vieux textes de la Bible, c'est le livre des rois. Moïse avec la mer Rouge, ça veut dire quoi? Ben, au cœur de ce texte des rois, il y a les textes de les tablettes du Mont Sinaï, les 10 commandements, qui sont des lois. La même chose des civilisations romaines, ça va être les 12 tables qui sont à la base du droit romain. Même chose, les tout premiers textes qu'on a retrouvés en Perse, ce sont les tables d'Hammurabi. Vous savez, écrit en cuniforme, ce sont également des lois. Donc, je n'ai pas dit que c'était systématique, mais il est quand même symptomatique que derrière l'invention de l'agriculture, il y a eu le besoin que la société rencontrait à ce moment-là de fixer par des lois des règles et que ces règles visent surtout à justifier la supériorité, à tout le moins les privilèges dont bénéficie une certaine caste de citoyens. C'est bien sûr ça qui amène le début de l'histoire telle qu'on la connaît, vers moins 6000, avec la mise au point de l'écriture. C'est le début de l'histoire, c'est le début de l'Antiquité. Il est enfin assez symptomatique de constater que si le Paléolithique a duré des dizaines de siècles, imaginez de moins 1 million jusqu'à moins 8000, qu'en l'espace de 2 millénaires seulement, ce qui est relativement court, entre la mise au point de l'agriculture et l'invention de l'écriture ne se soit passé que 2 millénaires, ce qui montre que l'agriculture a profondément accéléré les processus de transformation sociale, la complexification de la société, jusqu'à l'avènement des textes écrits. Et à partir de là, enfin, on peut lâcher l'archéologie et commencer à lire ce que les sociétés disent d'elles-mêmes. Ça nous amène au dernier point. Cette mise au point de l'agriculture ne se fait pas n'importe comment et en règle générale, elle se fait autour de ce qu'on appelle des plantes de civilisation. Ces plantes de civilisation peuvent varier, la définition n'est pas claire. On s'entend néanmoins pour dire que ce sont des plantes qui ont profondément marqué la culture qu'ils ont mis au point de forger les traits caractéristiques de chacune des civilisations concernées. Je vous donne 3 exemples, évidemment les plus illustres. Le premier, bien sûr, on pense à l'Extrême-Orient, qui va mettre au point la culture du riz, qui est bien caractéristique, c'est-à-dire que le riz requiert un niveau d'eau particulier où on doit planter la pousse, puis le repiquer, c'est-à-dire le planter dans de l'eau plus profonde pour qu'il puisse continuer à pousser dans l'eau, mais toujours en ayant les feuilles qui sortent. Donc, ça demande beaucoup de travail manuel. Les gens vivent astreints à toujours pencher dans le champ à repiquer le riz. C'est un travail qui demande énormément de main-d'œuvre, mais en même temps, c'est un travail, c'est une céréale qui nourrit beaucoup de monde. Donc, les sociétés basées sur la culture du riz ont besoin d'immensément de main-d'œuvre, mais en même temps, elles peuvent nourrir une multitude d'individus. Que l'Inde ou la Chine soient les 2 pays du monde qui aient excédé 1 milliard d'habitants n'est pas un hasard. Ce sont des pays, traditionnellement, de la culture du riz. Et la Chine, par exemple, n'est pas le pays le plus peuplé du monde depuis tout récemment. Elle a toujours été le pays le plus peuplé du monde, du seul fait
sa culture, sa civilisation était axée sur la culture du riz. Le riz, en dernier lieu, requiert un contrôle très rigoureux des niveaux d'eau, c'est-à-dire qu'on doit installer des barrages, des digues, sans quoi la culture du riz est condamnée. Dès lors, tous les gouvernements ou tous les États où la culture du riz est centrale doivent avoir une autorité justement centrale très puissante, pratiquement despotique, au point qu'un économiste comme Karl Marx a pu proposer que la seule culture du riz a imposé à l'Orient des régimes despotiques parce que la gestion de l'eau demandait pratiquement une dictature en termes de régime politique. Qu'on vienne d'Amérique, autour d'une culture, celle du maïs, surtout caractéristique au sud du Mexique, autour des Aztèques et des Mayas, et autour des hauts plateaux andins, autour des Incas. Même si accessoirement, ils cultivaient la pomme de terre, le maïs est la grande plante de civilisation des Amériques. Le maïs requiert un type de culture complètement différent. C'est une culture rustique là, qui pousse en surface, donc qui se contente d'un simple brûlis. Les Amérindiens foutaient le feu à la forêt littéralement et jetaient nonchalamment le maïs sur les centres et le laissaient pousser. Et lorsque la terre était épuisée, on allait brûler une autre forêt. Donc, c'est une culture extrêmement extensive qui ne requiert aucune machinerie, aucun animal aussi, il n'y a aucun labour qui est opéré, on ne disperse aucun fumier. Dans circonstances, c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'infrastructures comparée au riz. Si, par exemple, pour traiter le riz, on a besoin de le faire sécher longtemps, il y a tout un travail préparatoire. Si pour le grain du blé, il faut le moudre avec des moulins, le grain de maïs, vous le savez, peut être broyé avec un simple mortier. Vous-même, quand vous mangez du popcorn puis vous tombez sur un grain qui n'est pas éclaté, peut-être vous risquez-vous à le croquer puis vous y arrivez. Preuve que le grain de maïs résiste mal à la pression et que donc les Amérindiens n'auront pas besoin de construire des moulins élaborés pour faire leur fameuse farine de maïs qui sert à faire notamment les tortillas et autres pains de maïs. La plante qui va nous intéresser beaucoup cette session, le blé, pousse d'abord au Proche-Orient avant de s'étendre à l'Europe à l'occasion des migrations indo-européennes. Le blé est une céréale qui a d'impact énorme sur la société. Le blé, d'abord et avant tout, demande d'être labouré. C'est une plante qui épuise beaucoup les sols, donc il faut le retourner. Donc, il faut inventer la charrue. Et si on invente la charrue, il faut des animaux pour les tirer. Donc, ça demande de l'élevage. Vous voyez un peu combien ça a des conséquences lourdes. Si le blé a un bon rendement, il permet de nourrir beaucoup de monde, que c'est une céréale aussi qui est très riche au niveau alimentaire, autant en termes de vitamines que de protéines. En revanche, il demande un traitement important. La mouture, il doit être broyé dans des moulins qui font parfois plusieurs tonnes sur des meules, tirés encore une fois par des animaux, mais qui vont demander éventuellement une mécanisation afin qu'on puisse bâtir des moulins à eau et des moulins à vent. Bref, la mise au point du blé a d'immenses impacts, notamment deux. Le premier, c'est forcer l'élevage. On doit avoir des bœufs, on doit avoir des chevaux, et il va naître une tradition occidentale là, de la basse-cour, là, une société qui aussi mange beaucoup de viande parce que ces animaux-là, à l'heure de leur trépas, sont aussi mis dans la soupe. Là. Donc, c'est une société où les animaux, où la viande est omniprésente. L'autre caractéristique, lié au blé, c'est que ça demande une mécanisation. Il faut inventer des moulins, il faut inventer des arbres à cames, des vis sans fin, des vis d'Archimède, tout ça parce que le blé demande un traitement mécanique important lors du broyage. Voilà, j'ai parlé très vite, comme vous l'avez vu, mais je vous rassure, je vais maintenant reprendre ça sous forme écrite. Qu'est-ce que vous devriez noter sur ce qu'on vient de dire à propos des plantes de civilisation? Je dirais à propos du riz qu'il faudrait noter que c'est associé à des cultures, notamment celle de l'Indus, du Gange, du Yangtze-Kiang en Chine et en Inde. Donc, un rendement énorme. Donc, rendement veut dire que on a beaucoup de riz à l'hectare, c'est-à-dire que la quantité de nourriture tirée est énorme. Mais en revanche, une énorme main-d'œuvre. Donc, une multitude de gens travaillent, sont accaparés par sa production. Il requiert des digues et des barrages, 3 petits points, donc des dictatures. Mais ça, c'est une proposition que je vous fais. Mais effectivement, en règle générale, les cultures du riz demandent un régime autoritaire plus drastique, étant donné l'importance de maintenir en bon état le réseau de digues, de barrages, qui n'est pas une affaire, en somme, de chaque agriculteur, chacun de son côté. Le maïs, associé à l'Amérique, c'est une culture sur brûlis, donc sur forêt incendiée, qui se fait sans outils. Hein? Il n'y a pas de labourage, il n'y a pas
On casse le maïs à la main, on l'épluche à la main, on le broie aussi à la main avec un simple mortier dans un bol. Aucun animal, notez-le bien, hein, pensez aux deux Amériques. Imaginez, y a-t-il eu un seul animal domestiqué dans les deux Amériques? Oui, le chien, présent partout. Accessoirement, le lama. Mais pour le reste, non, pas de chevaux, pas de bœufs, pas de poules, pas de, ma foi, de brebis, pas d'ânes, pas de chèvres domestiquées. L'Amérique, l'agriculture du maïs se fait décidément à bras d'homme. La transformation est aisée en farine, comme on l'a vu. En revanche, le blé, qui va nous intéresser beaucoup cette session, a tout de suite des implications. Il exige du labourage, donc éventuellement des charrues, éventuellement aussi le fer. Il faut mettre un peu, à tout le moins un peu de fer au bout de la charrue pour pas qu'elle brise constamment sur les roches. Donc, ça demande de la métallurgie. Eh oui, ça demande une maîtrise des métiers du fer. Comme je l'ai dit, ça demande de l'élevage qui nous rapporte de la viande, ce qui fait que de toutes ces sociétés-là, la civilisation occidentale est la seule grande civilisation carnivore. C'est un grain aussi qui est très dur, donc qui demande des meules, c'est-à-dire des grosses pierres qui doivent broyer le blé. On utilise aussi les moulins mécaniques et avec ça va naître toute une tradition technicienne, mécanicienne de l'Occident qui va nous mener à la mise au point ensuite du moulin à vent, qui est un prodige technique, éventuellement aux horloges et éventuellement la machine à vapeur, le métier à tisser et toutes les innovations qu'on va retrouver à la révolution industrielle. Mais n'anticipons pas, on peut néanmoins voir dans la culture du blé l'origine de certains traits caractéristiques de la civilisation occidentale. Voilà, ça complète pour le cours, pour cette capsule. J'espère que en associant note de cours avec contenu, vous êtes arrivé à trouver votre méthode. En tout cas, je vous encourage pour les prochaines capsules, les 40 ou 50 prochaines capsules, à utiliser la technique des notes de cours manuscrites.